Voilà. En 1984, les directeurs de la mission photographique de la Datar, Bernard Latarjet et François Hers, établissent un lien historique direct entre la mission héliographique menée par la Commission des monuments historiques en 1851 et la commande de la Datar qu'ils viennent de forger en 1984. Ils font cette relation, Bernard Latarjet l'a rappelé hier, dans le but de faire apparaître un point commun. Les deux commandes font appel à des photographes considérés comme artistes. La mission héliographique de 1851, Bernard Latarjet l'a rappelé également, est considérée à ce moment-là comme un moment important de l'histoire de la photographie, en particulier comme collection de photographies éminemment artistiques. Et elle va devenir donc, au sein de la mission de la Datar, un argument, un outil pour assimiler la mission photographique nouvelle à une entreprise réalisée par des photographes auteurs et en quelque sorte justifier la mission, la défendre. Ce faisant, les deux directeurs de la mission laissent toutefois penser qu'il n'y aurait pas eu de mission, de campagne de paysage photographique française avant cette date, ou plus exactement donc entre ces deux dates, 1851 et 1984, laissant donc un vide chronologique de 133 ans. Une absence de chronologie qui aurait dû ensuite questionner, gêner même l'historien. Si on s'intéresse aux écrits qui vont de 1984 à 2006, non seulement donc, aucun auteur ne vient réellement contredire cette idée, mais on retrouve encore aujourd'hui l'histoire des commandes photographiques de paysages écrites ainsi. Il n'y a eu que deux commandes importantes, la mission héliographique et la Datar. La question de l'histoire du paysage photographique contemporain et des commandes reste par conséquent en grande partie posée aujourd'hui encore. Un phénomène comme la mission de paysage photographique artistique a-t-il réellement disparu entre 1851 et 1984 ? Pouvait-on resituer les commandes et productions contemporaines dans un continuum ? Sur ce point, un autre phénomène intrigue, la réapparition, à partir des années 1970, on l'a évoqué aussi hier, de photographes contemporains qui vont se réclamer de l'esthétique du tableau. On pouvait donc se demander si cela induit que les paysages mythiques de l'histoire de l'art ont continué à guider les productions photographiques contemporaines, comme ils avaient particulièrement nourri celles du XIXe, et qu'il existe donc une continuité. C'est sans doute cette histoire qu'il reste encore entièrement à reconstituer. Ce qui est en tous les cas marquant est que la photographie de paysage semble, elle, ne s'être jamais entièrement départie de cette question de l'esthétique du tableau, même après 1960, moment où, on l'a vu, l'art contemporain appelle à la représentation de la laideur et de l'ordinaire. Quel que soit le discours imposé par l'art contemporain, il existe alors toujours une photographie tableau. Pour comprendre cette partie de la production contemporaine, on peut donc encore s'intéresser aux grands modèles de l'histoire de l'art, ceux volontairement convoqués par les photographes eux-mêmes et puisés dans l'héritage traditionnel. Se demander donc de quelle manière les mythologies issues de l'histoire de l'art ont eu un impact sur la production photographique contemporaine. Puisque, donc, très brièvement, les grands modèles constitutifs du paysage en histoire de l'art relèvent eux aussi du récit, de la mythologie, qui va finalement constituer une sorte de répertoire de référence pour les photographes de la période contemporaine. Pour les grands modèles, on attribue traditionnellement à Patinir l'invention du paysage à la fin du Moyen-Âge. Plus largement, donc, les Pays-Bas sont considérés comme particulièrement pionniers dans le développement du genre paysage, puisqu'on attribue ensuite à Cornelis l'invention de la marine à la Renaissance, et on distingue ensuite les grands artistes hollandais du XVIIe, comme notamment Porcelis, Hobbema, Ruysdael. Donc un très très court rappel de ces grandes références occidentales pour, je dirais, donner un semblant d'aperçu de conjonctions visuelles qui ont pu s'opérer entre la tradition artistique
et la photographie contemporaine. On peut noter ici qu'il y a déjà aussi deux formes de paysages que l'on retrouve en période contemporaine, en peinture comme en photographie. Le paysage dit classique, le paysage vu, qui est souvent fondé sur la composition, et le paysage matière, qui va être davantage concentré sur le caractère naturel, les aspérités, les matériaux, dont je dirais se revendique par exemple plus FTL, France Territoire Liquide. De même, le paysage ici n'est pas uniquement naturaliste, il est déjà symbolique et la représentation vise autant à montrer qu'à interroger déjà l'action de l'homme sur le paysage. C'est le XVIIIe donc qui a été particulièrement marquant. Là naît une forte tradition paysagiste picturale dans 3 pays, notamment l'Italie, déjà traditionnelle. On vient donc de l'évoquer rapidement, l'Angleterre avec la naissance du romantisme et donc les œuvres des peintres célèbres, Bonington, Turner, Constable, et évidemment le romantisme allemand et notamment l'œuvre de Friedrich, plus particulièrement cette œuvre qui a fait l'objet de multiples reprises en photographie contemporaine. Ce XVIIIe siècle donc, est un moment important, puisqu'il est aussi le siècle où paraît le traité d'Edmund Burke, en 1765, qui fonde 2 nouvelles catégories esthétiques. Il définit donc désormais 3 catégories du beau, qui vont être appelées à refonder entièrement le paysage. En plus du beau classique qu'on vient de voir, il ajoute la notion du sublime, qui est ce qui provoque le vertige, les sites vertigineux, les émotions liées à la peur, à l'angoisse, et le pittoresque, qui est donc ce que l'artiste est susceptible de trouver au cours de ses flâneries artistiques, ce que l'artiste trouve et considère comme digne d'être peint, qui est donc la traduction littérale de pittoresque, qui venait de l'italien pittoresco. Et il deviendra donc ensuite, on l'a évoqué très rapidement hier, le vernaculaire aux États-Unis au XXe siècle. Dans le paysage photographique du XIXe, on retrouve donc aussi immédiatement ces 3 conceptions, idéal classique, sublime et pittoresque. Et ce sont évidemment très vite les représentations pittoresques, donc naturalistes, qui vont dominer. C'est une partie de cette historique, photographie et pittoresque, et ses prolongements contemporains, qui a un temps échappé à l'histoire de la photographie et explique que les directeurs de la data ont pu encore en 1984 en faire l'impasse. Car l'histoire du paysage romantique pittoresque ne s'arrête pas, quant à lui, au tableau peint. Il va se prolonger dans une beaucoup plus grande tradition encore, la publication, et notamment les voyages pittoresques, publications apparues dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Pour ces publications, il s'agit de découvrir les territoires, plus particulièrement les sites et les monuments, de les décrire par le texte et le dessin, sans suivre forcément un programme. La représentation est alors prise en charge par les artistes voyageurs, notamment ceux qui effectuent le grand tour vers l'Italie. Parmi eux, donc, les artistes anglais romantiques qui vont traverser la France, la Normandie, qu'ils considèrent comme la terre-mère, puis les Alpes pour se rendre en Italie. Parmi les passages célèbres, celui de Turner, Ruskin, Bonington, dont on conserve aujourd'hui donc des livres et des aquarelles. Fait également référence le voyage de Töpfer en Suisse. À ce moment de l'histoire, les régions sont donc entièrement décrites par le voyageur de passage et pas encore par l'habitant, la population locale. Ces recensements par l'image, dont le plus célèbre est le Taylor et Nodier, sont le plus souvent présentés comme un inventaire visuel des sites et monuments, suivant une vision qui serait scientifique. Dans un mythe rationaliste entretenu par le XVIIIe siècle, il s'agit de progresser dans la connaissance des territoires, des sites et des monuments. Mais à l'intérieur, il laisse en fait une très large place aux représentations paysagères. Et il se compose finalement plutôt comme une association entre vue de site, description et
propositions de paysages. Très peu de ces publications ne se limitent à leur vocation documentaire de départ. Et c'est ce développement des voyages pittoresques romantiques qui fait naître une tradition de représentation qui va être à la fois dessinée, gravée, puis photographique, et qui consiste à montrer les motifs considérés comme les plus intéressants d'un pays, d'une région, jusqu'à devenir emblématique, voire stéréotype. Il y aura donc en France une appropriation politique forte, déjà, des élus locaux, pour faire exister les départements qui ont été créés à la Révolution. C'est donc plutôt cette tradition de représentation qui reste mi-documentaire, mi-artistique, que les photographes ont plus particulièrement prolongée. Dans cette tradition de l'édition photographique qui n'aura de cesse de se développer à partir de la seconde moitié du XIXe, figuraient donc quelques réalisations majeures réalisées par des éditeurs d'art et qui avaient privilégié un procédé nommé héliogravure. Ce procédé, en réalité, il est connu au XXe. La plus célèbre édition, c'était les éditions du Zodiaque. Pour leur qualité de reproduction photomécanique, au point que certains historiens de l'art disent être devenus historiens de l'art parce qu'ils avaient chez eux les éditions du Zodiaque. C'est le même procédé, celui qui est né à la fin du XIXe, qui est effectivement un procédé inégalé et qui n'est pas un procédé de reproduction, mais un procédé inspiré de la gravure, visant à produire des reproductions photographiques nobles et se rapprochant de l'art. On a donc finalement, avec l'héliogravure, un procédé mixte, mais surtout d'une qualité de représentation jamais inégalée, au point qu'on la retrouve dans les avant-gardes, dans les années 20-30, et encore dans les années 1950. Étonnamment, donc, ce n'est pas l'image qui a plus particulièrement touché les lecteurs, c'est un procédé qu'on a longtemps considéré comme un simple procédé de reproduction. Au terme donc de cette réflexion, on voit que c'est en grande partie dans le livre que se trouve l'histoire des campagnes de paysages photographiques contemporains. Il faut se souvenir ici, on l'a évoqué hier, même la Datar ne l'a pas eu, qu'il n'y a pas d'exposition de photographie au XXe siècle et que la seule voie pour le photographe, alors, c'est l'édition. La plupart des œuvres personnelles des photographes sont donc contenues, ont été soutenues en général par des éditeurs, plus particulièrement des éditeurs d'art, qui étaient souvent eux-mêmes photographes. C'est le cas donc des célèbres éditions Artaud, qui crée donc dans les années 50 la collection Les Imaginaires, en 1953. Alors deux sont particulièrement connus. Le deuxième, Belleville-Ménilmontant, qui avait été réalisé par Pierre Mac Orlan avec des photographies de Willy Ronis, et le quatrième, Instantané de Paris de Doisneau. On connaît aussi un des éditeurs célèbres, Robert Delpire en France, et le même phénomène se constate en Italie avec le célèbre éditeur Enodi ou en Allemagne avec le célèbre éditeur Steidl. Donc on retrouverait le même développement, notamment du paysage, dans ces productions qui restent dans le milieu confidentiel de l'édition d'art. Ces éditions donc permettent de poser finalement quelques hypothèses quant à la production photographique de paysages avant 1984, puisqu'elles achèvent en fait de démontrer que ce sont les éditeurs, souvent photographes eux-mêmes, qui ont un temps joué le rôle de commanditaire auprès des photographes auteurs et ont pris en charge de les envoyer en campagne, suppléant ainsi en quelque sorte aux campagnes nationales. Même si elles restent à écrire, il existe donc une continuité entre la mission héliographique et la Datar. Les photographes, même les plus célèbres, ont produit des paysages, ils ne les ont pas vendus à la presse, parce qu'ils ne les ont pas vendus, qu'ils ne les avaient pas produits. Au terme de ce qui alors représente ici 5 minutes de présentation et 10 ans de recherche, de reconstitution, on pourrait dire qu'il y avait finalement trop d'impensables.
Il faudra toujours rappeler qu'en 1984, il est encore impensable que la photographie soit un art. Il est encore impensable que l'art contemporain soit dans le livre. Et il faudra attendre les travaux d'Anne Meglin-Delcroix sur le livre d'artiste. Et il était donc, dernier impensable, l'héliogravure, impensable que l'héliogravure qui venait de la photographie soit elle aussi un art en soi et non un procédé de reproduction. On avait pourtant déjà, donc, dès 1902, le célèbre Camera Work, produit à New York, et qui reste donc parmi les réalisations les plus prestigieuses réunissant des héliogravures. Enfin, dernier impensable, c'est celui de l'intitulé d'aujourd'hui, le rôle de la photographie dans l'artialisation des paysages. Pour rappel, donc, le concept d'artialisation a été construit et développé par Alain Roger dans les années 80. Alain Roger était philosophe et professeur d'esthétique à Clermont-Ferrand, dans un célèbre, donc désormais célèbre, court traité du paysage qui est apparu en 1997 et qui établit donc notamment le rôle de la peinture sur la fabrique des paysages, la manière dont les œuvres picturales ont un impact sur la construction des paysages. Nous sommes en 1997 et il n'y intègre pas le rôle joué par la photographie contemporaine. Il semble que si l'on interroge le rôle joué par les artefacts dans la construction des paysages, il faut interroger l'impact de la photographie contemporaine. Certes, le paysagiste ne l'utilise pas comme outil, mais il les côtoie, on vient de le voir. Il les côtoie notamment par l'édition d'art, les revues illustrées, et c'est suffisant pour que la photographie, en particulier lorsqu'elle est en héliogravure, ait un impact fort visuel. Ici comme ailleurs, la photographie est silencieusement efficace. Elle tient donc nécessairement une place dans cette question d'artialisation dans la période contemporaine. Car ce concept d'artialisation va justement être utilisé politiquement et servir à esthétiser certains territoires. Le nord de la France, au début des années 80 par exemple, considéré comme des territoires sinistrés, et fait donc appel à cette photographie tableau. Et prend donc une dimension particulière en France, qui est considérée comme le pays fondateur de la tradition moderne du paysage, avec, donc, je vous ai remis les exemples élèves, donc à la fois donc Barbizon jusqu'à l'impressionnisme, en passant par l'œuvre de Corot et de Courbet. Autant de références qui vont être conviées par les photographes contemporains français pour expliquer leur œuvre. Plusieurs auteurs photographes français se réclament ainsi du peintre Camille Corot, ce qui permet donc de prolonger cette problématique entre pratique photographie contemporaine du paysage et reconduite des modèles traditionnels. Car en se rattachant ainsi à un grand modèle artistique, ces photographes se placent en fait en plein cœur d'un paradoxe, d'une prouesse même parfois, puisqu'il va s'agir ensuite pour eux de produire des paysages in situ, forcément in situ, correspondant à la fois à un enregistrement, un regard, d'une part, et inscrit dans la représentation classique, normalement composée en atelier, d'autre part. Autrement dit, donc, comment faire du Corot alors que Corot, recomposé en atelier, n'était donc qu'en partie naturaliste. Les historiens de l'art citent sur ce point Maxime Ducamp, je cite à mon tour, Corot ne copie jamais la nature, il y songe et la reproduit telle qu'il la voit dans ses rêveries. Il devient donc intéressant ici de se demander, de confronter cet appel au discours de l'histoire de l'art, celle d'appropriation des modèles, de référence, d'influence des sentiments romantiques et sublimes, et se demander finalement ensuite comment le photographe agit techniquement pour parvenir à cette restitution paradoxale, profondément paradoxale, naturaliste et recomposée. Et il faut se souvenir aussi donc que cette pratique contemporaine de l'esthétique du tableau reste de l'ordre de l'exception. L'ensemble de la pratique contemporaine photographique, on l'a vu hier, avait rejeté le beau. Pour nombre d'artistes, il faut alors fuir le beau pour le laid,
fuir le sublime en faveur du banal, et surtout fuir le pittoresque, fuir le vernaculaire en faveur des non-lieux, des lieux indéfiniment transposables. Dans cette pratique généralisée, ce ne sont vraiment que quelques artistes qui vont revendiquer à contre-courant l'esthétique du tableau, l'appel à l'héritage, aux références et à la tradition. Ils seront appelés donc a posteriori les réenchanteurs. Parmi ces photographes considérés comme réenchanteurs, je vous ai remis les quelques exemples parmi les plus emblématiques. Donc des œuvres en noir et blanc, Basilico, John Davis Fastenikens et Koudelka. Et en couleur, on les a vus un peu, Gehry, Elgeresser, Sotham et Cuisset. Les images ici reposent sur une proposition de transfert des modèles artistiques dans la création contemporaine. Le paysage, on le voit, n'est pas une opération regard, mais essentiellement une question de représentation, de construction à partir de références à l'historique, c'est-à-dire le naturalisme, le beau, le sublime, le pittoresque. Chacune de ces œuvres pourrait donc finalement être réétudiée aussi plus finement par le prisme de l'histoire de l'art et des références qui constituent son terreau. Et l'on voit comment finalement les références traditionnelles continuent discrètement de se prolonger. Puisque ces auteurs donc, ont été aussi invités à participer à des commandes sur des motifs particulièrement emblématiques de l'histoire de l'art. La falaise d'Étretat pour Elgeresser, puis la propriété de Monet à Giverny en 2010. Elgeresser s'est plus particulièrement approprié cette histoire du paysage français dans les dernières années, depuis 2010, puisqu'il a donc répondu à une commande du pôle Image Haute-Normandie situé à Rouen pour photographier les jardins de Monet. Cette première commande sera suivie d'une deuxième, pour être moi aussi positive, en 2015, qui associait plusieurs photographes et qui consistait à refotographier, revisiter la vision de la propriété de Monet et de ses jardins, à travers la photographie. Puis étonnamment, Elgeresser a poursuivi encore sur cette thématique et a fait paraître donc très récemment Combray, paru en 2016 et qui regroupe 102 images. Ici, le projet est à nouveau normand. Elgeresser y expérimente l'héliogravure. Il convoque donc légèrement les éléments mythiques de l'histoire de la Normandie, notamment Combray, qui est une célèbre référence à Marcel Proust. Néanmoins, vous le voyez, ce que l'on observe surtout dans les œuvres de ces photographes réenchanteurs est que ces productions reposent avant tout sur une signature visuelle, une singularité. Au-delà de la tradition, de l'appel aux références, on reconnaît immédiatement, comme en histoire de l'art, un Elgeresser, un Koudelka, un Basilico. On peut donc avancer l'idée que finalement ce jeu des références à l'art est le plus souvent avant tout, lui aussi, discursif. L'auteur, suivi très souvent ensuite des commentateurs, se réclame de l'esthétique du tableau et, dans le cas qui nous intéresse ici, cite en référence un ou plusieurs artistes ou mouvements artistiques, comme finalement une légitimité qui ne serait pas encore éteinte. Alors ce bouillonnement récent autour du pittoresque et de son existence ou inexistence dans la période contemporaine a donné lieu à une republication, la recréation donc d'un concept, le nouveau pittoresque, à travers donc une exposition suivie d'une publication réalisée par Christine Ollier, historienne d'art et directrice fondatrice de la galerie Les Filles du Calvaire. Elle a publié donc en 2013 Paysage Cosa Mentale, le nouveau pittoresque, et sélectionné 13 artistes correspondant donc à, je cite, la réactivation du terme pittoresque, telle une catégorie esthétique réinvestie au contemporain. Donc je vous ai mis la liste des 13 photographes réunis non sans quelques paradoxes et contradictions parfois, puisque dans cet ensemble d'artistes, on trouve des artistes qui s'étaient eux-mêmes érigés contre le pittoresque comme catégorie esthétique photographique. Mais la publication, on le voit, a reconfondu en un bloc esthétique 13 auteurs photographes qui avaient su se distinguer par une démarche et une signature singulière. Avec cette republication, on voit donc finalement réémerger ce qui caractérise sans doute le plus la photographie, le pouvoir des mots, des discours et des légendes qui viennent inlassablement resurplomber les images. Et finalement, cette volonté permanente, elle aussi, de venir couvrir par un champ lexical la photographie et son auteur.